Salut YouTube! Est-ce que toi aussi t'as eu la haine de te réveiller très tôt, à 7 h du matin, pour qu'en fait la course ne commence qu'à 9 h? Voilà, j'ai perdu 2 heures de sommeil. Un régal. On en parle tout de suite. Le Grand Prix du Japon qui a vu titrer Max Verstappen pour son deuxième championnat du monde. Illégal du coup sur la grille Fernando Alonso avec 2 titres qui lui aussi les avait remportés coup sur coup en 2005 et 2006. Du coup, ce Grand Prix du Japon qui n'aura duré que 50 minutes avec de la pluie, des remises en question, beaucoup, déjà au niveau du cas de Gasly et au niveau aussi des points attribués pour la course. Mais globalement, sur les 50 minutes qu'on a eues, enfin les 40 minutes qu'on a eues, c'était une course assez agréable, il y a eu beaucoup d'attaques-défense comparé à Singapour. Et je peux pas y mettre une note plus faible que Singapour, donc je vais mettre la même note, je vais mettre 7. Mais c'est vrai qu'attendre 2 heures pour voir ça, ça m'a fait chier. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec la review, et le premier cas que j'ai envie de dénoncer, tout simplement, c'est le cas Gasly. Pour remettre dans le contexte, on va reprendre dès le départ parce que ça arrive très vite. On a donc un départ qui se fait sous la pluie, et un Carlos Sainz qui va perdre sa voiture juste après l'épingle du virage 11. Il va aller taper le mur, récupérer un panneau publicitaire que Pierre Gasly va malheureusement se prendre à son passage, et il va rentrer jusqu'au stand sans aileron, mais avec le panneau publicitaire, du coup, en face de lui, il voyait absolument rien. Déjà en soi, c'est déjà un cas. Et derrière donc, on a une safety car qui est lancée pour pouvoir enlever la voiture de Carlos Sainz. Jusque-là, rien de mal. La safety car sort, récupère tous les protagonistes, sauf Gasly, qui rentre au stand. À ce moment-là, il y a un tracteur qui rentre en piste pour dégager la voiture de Carlos Sainz. Les voitures qui sont sous safety car sont ralenties, elles passent à droite du camion, sauf qu'il y a un Pierre Gasly qui, lui, a un delta pour rattraper cette safety car. Il est tout seul. Du coup, il va beaucoup plus vite. Il est au moins à 200-250 km/h. Et il passe à droite du camion, et c'est un flashback de 2014 avec Jules Bianchi. Et je trouve ça fou et inacceptable qu'en fait, 8 ans après, on n'ait absolument rien appris, et qu'il y ait un pilote qui soit décédé et qu'on tire aucune leçon de ça en fait. C'est juste complètement idiot de faire sortir le camion sur la piste alors qu'il y a encore des voitures qui roulent à rythme assez élevé, tout le monde n'est pas derrière la safety car, et c'est super dangereux au vu des conditions qu'on a. Un Pierre Gasly qui la perd comme Carlos Sainz, un Pierre Gasly qui freine ou un Pierre Gasly qui surréagit bizarrement, et ça peut être très très vite tourné au drame. Donc on peut absolument comprendre qu'il soit très énervé, tous les pilotes le sont, c'est justifié, ça n'a pas sa place en Formule 1, et le fait que ça se passe à Suzuka, dans les mêmes conditions que quand on avait eu Jules Bianchi, mais ça me fend le cœur, et l'énervement est décuplé par 1000 en fait. Et dans l'histoire, ce qui est marrant, c'est que c'est Gasly qui va prendre 20 secondes à la fin. La raison pour laquelle il prend 20 secondes est justifiée par contre. Puisque au moment où il passe le camion, même 50 mètres avant, il y a un red flag qui est donné, donc tout le monde retourne au stand à cause de la pluie. Donc en 50 mètres, Gasly, il peut pas ralentir au point d'arriver à une vitesse de red flag, donc c'est normal qu'il soit à la vitesse à laquelle il est quand il passe à côté du camion. Mais plus tard, il aurait dépassé la vitesse autorisée sous red flag, ce qui lui a valu la pénalité, et pour le coup là-dessus il l'a admis, bon bah oui voilà, si j'ai dépassé la vitesse là, il n'y a aucun souci, je prends la pénalité, mais le camion il a rien à faire là. Donc ça remonte un énorme souci de sécurité pour les pilotes, mais pas que, parce qu'en fait là c'est un camion, il y a un petit peu de lumière dessus, mais et encore, mais si ça avait été un Marshall, bah Gasly il aurait pu le découper en deux. Donc il y a un gros souci au niveau de cette mesure-là, et en fait sortir un camion quand il y a la safety car et qu'il y a des voitures sur la piste, c'est pas ça le souci. Le souci, c'est que tout le monde n'était pas derrière la safety car, et les conditions météo rajoutent au problème. On l'a bien vu à Monza, quand il fallait sortir Ricciardo, il y avait un camion, il y avait les voitures, il n'y avait pas de souci, tout le monde était derrière la safety car, tout le monde passait au ralenti à cet endroit-là. Mais là, on avait un Pierre Gasly qui allait vite, et ça aurait pu très très vite tourner au drame. Du coup, comme on l'a dit ensuite, au tour 3, on a un red flag qui est mis en place, qui va durer à peu près 2 heures. Et là, on se retrouve dans la situation numéro 2 par rapport à Singapour. Je vous avais expliqué qu'à Singapour, on avait eu 2 heures de course et qu'ils sont arrivés à terme. Ici, on est arrivé à terme des 3 heures autorisées avec interruption. C'est pour ça qu'on a eu donc un timer à partir du moment où on a repris la course. Donc la piste était tellement trempée qu'on a dû reprendre en wet. Et en fait, les wets marchent tellement pas. Ils sont tellement pas rapides, certes, ils sont sûrs par rapport à l'adhérence et aux erreurs que peuvent faire les pilotes, mais en fait, en 2 tours, Vettel et Latifi, ils rentrent et ils mettent des inters. Donc il faut vraiment que Pirelli se débrouille pour faire des pneus wet performants, qu'on puisse rouler dans ce genre de conditions, parce qu'en fait, les wet, personne ne veut les mettre. Du coup, on se retrouve à devoir rouler uniquement quand on est en conditions d'intermédiaire, et c'est pas ouf. Donc on a des pilotes qui rentrent, mettent des pneus inter assez vite,
Ces pilotes-là vont être gagnants avec Vettel et Latifi, entre autres. Et derrière, on se retrouve dans une situation à l'inverse de Singapour. Ici, il continue à pleuvoir, donc on était sous condition de pluie. Remettre des pneus intermédiaires était la bonne pioche, finalement, parce qu'en fait, on gagnait 4 à 5 secondes au tour avec des pneus neufs. C'est un pari que certains pilotes vont faire et je pense que c'était le bon pari. On voit un Fernando Alonso qui a fait une belle remontée, qui remontait à sa place, qui aurait pu avoir Vettel et même un Guan Yu Zhou, un Yuki Tsunoda. Je pense que c'était la bonne pioche à faire. Et à l'avant, on avait du coup les 3 pilotes, donc Ferrari et Red Bull, qui se tiraient la bourre au début entre Leclerc et Verstappen. Leclerc avait l'air même un peu plus rapide, 2 tours. Et ensuite, ses pneus se sont effondrés et il perdait 1 seconde au tour. Ça a permis à Perez de revenir et Perez l'a eu à la pénalité. Charles Leclerc qui arrive donc à la dernière chicane, qui freine, qui se rate, qui coupe la chicane et qui va donc gagner un avantage en ayant quitté la piste. 5 secondes de pénalité, il passe du coup derrière Sergio Perez. Ce qui nous fait un top 3 avec Verstappen, Perez et Leclerc. Et dans une course où tous les points sont attribués, et bah Max Verstappen est champion. Comment il lui a annoncé, c'était terrible. Bah on lui a juste dit, bah t'es champion, mon ref, bien joué. Lui, il a célébré, ensuite il pensait qu'il l'était pas, et au final on lui a redit, si, t'es champion, mon ref, bien joué. Du coup, la célébration était bizarre, il peut pas vraiment célébrer en mode let's go, je suis champion. Enfin, c'était un peu dommage. Et du coup, pour revenir à quelque chose qui a été aussi assez épineux, le barème des points. Il y a beaucoup même de commentateurs, je sais que le commentateur belge de la RTBF était son câble et ne comprenait pas pourquoi tous les points ont été attribués. Et en fait, c'est un peu un trou dans le règlement. Le règlement stipule que lorsqu'une course est interrompue, il y a un barème. Donc entre 0 et 25%, 25 et 50%, 50 et 75% et 75 et 100%. Où on va donner moitié des points, un quart des points, etc. Mais ce barème ne s'applique uniquement que si la course est interrompue et ne reprend pas. Ici, la course a bel et bien repris et est arrivée au terme du temps autorisé pour finir une course. Donc dans ce genre de cas, quand une course fait moins de 50%, mais qu'elle arrive à son terme, 0 points sont attribués. Mais si elle dure plus de 50%, même si on n'est pas arrivé à 100% de la course, tous les points sont attribués. Et c'est pour ça, parce qu'ici on était dans ce cas-là, que Max Verstappen a été sacré champion du monde pour la deuxième fois. On a donc un classement final avec le top 3 qu'on a vu. À la 4ème place, Esteban Ocon qui est suivi de très proche par Lewis Hamilton. Ils nous ont livré vraiment une belle bataille les deux. C'était très intéressant à voir et Ocon a super bien défendu. Il défendait super bien. Franchement, il se plaçait pile comme il fallait pour défendre sur la Mercedes qui n'avait pas la top speed pour aller chercher l'Alpine. Suivi ensuite de Vettel et Alonso qui ont fait une dernière portion de circuit phénoménale où ils se suivaient et ils ont fini côte à côte et je suis dégoûté de ne pas avoir pu voir ça en live. Enfin, George Russell qui s'est fait avoir à la stratégie des inters parce que du coup il a du double stack derrière Hamilton, ils ont fait l'arrêt au stand au même temps. Il a beaucoup perdu et il a dû remonter petit à petit, suivi d'un Nicolas Latifi qui marque ses premiers points de l'année. Je l'ai beaucoup charrié sur Insta, sur mes vidéos. Bon bah là en vrai bah GG, en 9ème, GG. Et suivi enfin à la 10ème place de Lando Norris pour le dernier point pour McLaren. Au classement pilote, bah ça bouge pas énormément, à part le fait que Verstappen soit officiellement champion. On a un Perez deuxième du coup devant Charles à 1 point. Russell qui repasse devant Carlos Sainz, suivi d'Hamilton. Et enfin le quatuor Norris, Ocon, Alonso, Bottas. Et au constructeur, Red Bull n'est toujours pas champion, mais toujours largement en tête, suivi de Ferrari et de Mercedes. Alpine repasse devant McLaren pour la 4ème place. Alfa Romeo toujours 6ème, mais attention à Aston Martin qui se rapproche énormément 7ème et il se rapproche vraiment de cette 6ème position. Suivi de Haas, AlphaTauri à égalité et Williams en dernière place. Alors, mon premier top, le Japon. Non, les supporters japonais étaient bouillants, vraiment, c'est des fous avec leur déguisement, tout ça. Enfin, ils sont trop forts, l'ambiance est ouf, et après 3 ans d'absence là-bas, ça faisait vraiment plaisir de voir une course là-bas. Le circuit en plus c'est génial, enfin, tout est parfait, à part la météo du coup. Deuxième top, on va dire, qui mérite, en vrai il mérite d'être là, parce que bon, plus 11 places, bah Nicolas Latifi, je pensais pas le mettre en top un jour. Mais ouais, bah GG mon pote. Et enfin, dernier top, Seb Vettel, parce qu'il a fait aussi une super belle course. Il a super bien défendu sur Alonso, et avant son pit stop, et après son pit stop. Il a bien joué le coup des intermédiaires, ce qui lui a fait gagner des places monstrueuses. Il a réussi à passer en Q3, juste son départ qui le fait repasser dernier, mais au final, avec sa strat, bah, il s'en sort très bien, et il marque de très gros points pour Aston Martin.
Les flops, en premier la FIA. Enfin la FIA, les instances quoi, du circuit, je trouve ça inacceptable de mettre un camion dans ces conditions. C'est un manque de respect monstrueux pour Jules Bianchi, pour sa famille, pour les pilotes, pour tout le monde, c'est inacceptable. Un deuxième flop qui ressort un peu nulle part, mais je le mets parce que je me comprends. Je mets Ferrari, mais en fait, dans le sens où Sainz, c'est tuer sa course et c'est dommage parce que du coup, dans des conditions un peu particulières comme ça, il aurait pu tirer peut-être son épingle du jeu, aider Leclerc du coup par rapport à Perez. Bah ouais, il fallait quelqu'un, je pense qu'il fallait que quelqu'un saute et malheureusement, ça a été lui. Et du coup, Ferrari par rapport à Leclerc, dans le sens où, au bout de 4 tours, les gommes qui sont mortes, c'est incroyable. Et ça tue sa course alors que je pense qu'il avait le rythme. À usure de pneus égale, il avait le rythme par rapport à Verstappen. Et dernier flop, je remets un petit coup de FIA. Non, en vrai, c'est chiant qu'un truc aussi basique que le barème des points, on puisse être amené à douter en tant que spectateur, mais même les commentateurs qui sont assez bien calés en face de façon générale, même les pilotes, Verstappen était persuadé qu'il ne l'était pas. Il faudrait clarifier vraiment les choses. Je pense que ça va être corrigé, j'imagine, pour l'année prochaine, mais c'est dommage. On passe tout de suite au prédit pour ce Grand Prix du Japon. J'avais mis Red Bull et Max champion. J'avais presque raison. Max champion, mais pas Red Bull, du coup, c'est raté. Et ensuite, j'avais mis un pilote hors du top 3 sur le podium. Et je suis passé à ça et en même temps à ça. Parce que Ocon est P4, mais Ocon était à des années-lumière du top 3. Donc s'il y avait une petite casse, pourquoi pas. Mais du coup, pas loin du tout. Du coup, pour vos prédictions à vous, on a Nico qui nous a sorti un Yuki P6 ou mieux. Mais Yuki, c'était hors des points, malheureusement. La Fattori a pas l'air très très folle cette année. Ils avaient des gros soucis de frein, je crois. Et il s'est un peu fait avoir, je crois, au niveau des arrêts pour les intermédiaires. Du coup, il se retrouve en dehors des points et il a pas remonté. Donc, c'est non. Et Nex nous a fait un combiné 100% impossible qui était un tiers vrai. Donc, ouais, assez loin. On avait Leclerc hors du top 3, ce qui est donc faux, il a fait podium. Max champion, ça pour le coup, c'était vrai. Et Hamilton vainqueur, même pas sur le podium, mon pote. Donc c'est non. On passe tout de suite aux prédictions pour le Grand Prix des États-Unis d'Amérique à Kota dans 2 semaines. Ma première prédit, c'est que Williams va annoncer Logan Sargent en tant que leur deuxième pilote pour la saison prochaine, aux côtés d'Alex Albon. On est aux États-Unis, il est américain, c'est le meilleur moment. Et enfin, ma deuxième prédiction, Carlos Sainz vainqueur. Je sais pas pourquoi, je le sens bien. Et... let's go Carlos. Donc voilà pour la review du Grand Prix du Japon. N'hésite pas à me dire tout ce que tu as à me dire dans les commentaires, en parler autour de toi, partager, like, tout ce dont tu as envie. Et si tu as absolument envie de rien faire, il n'y a aucun souci. Si tu es arrivé jusque là, c'est que tu es déjà un boss. Donc prochaine review dans 2 semaines pour le Grand Prix de Kota. D'ici là, prenez soin de vous. La bise les amis. Ciao.